Tout est politique, bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Aujourd'hui, Tout est politique est un numéro un petit peu particulier puisque c'est le dernier de la saison et nous avons choisi de faire une rétrospective des temps forts de l'année qui ont marqué l'actualité. C'est parti. À l'étranger, on commence avec vous, Christian Mallard. Tout a commencé il y a quelques semaines avec l'enlèvement des 3 adolescents israéliens, Eyal, Gilad et Naftali, que l'on voit sur vos écrans, puis avec l'assassinat de Mohamed, un jeune Palestinien. Et depuis, Israël est sous le feu des roquettes du Hamas vers Tel Aviv et sa banlieue sur l'ensemble du territoire et son opération bordure protectrice pour tenter de protéger le pays. Christian, avec vous, une question. Est-ce qu'un jour, on va arriver, oui ou non, à régler ce conflit ? Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne suis pas du tout optimiste. Vous savez, en 1993, le 13 septembre, je m'en souviens très bien, j'étais sur la pelouse de la Maison-Blanche avec 3000 personnes. J'ai même retrouvé Jimmy Carter. Et face à nous, il y avait Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Arafat. Les Russes, c'était la Bill Clinton. On rêvait de la paix, accord d'Oslo. Où en sommes-nous 22 ans après? Nulle part, c'est pire qu'avant. Et je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tant que les extrémistes du Hamas, entre autres, n'auront pas reconnu le droit à l'existence d'Israël, on n'aura jamais la paix. Alors vous allez me dire, mais il y a des extrémistes mais des voilà, deux, vous des deux parlez côtés. d'extrémistes, mais finalement, est-ce que tout n'a pas un petit peu commencé à s'effondrer avec l'assassinat de Yitzhak Rabin l'assassinat de Yitzhak Rabin en 1994, par un extrémiste juif. Et donc, on le voit bien aujourd'hui, tant qu'il y a des extrémistes des deux côtés, mais ils sont surtout quand même chez le Hamas, mais il y a des extrémistes juifs aussi, tant qu'il n'y a pas cette volonté de cohabiter, de vivre ensemble, tant que David ne fera pas confiance à Daoud et vice-versa, on n'y arrivera pas. Mickaël. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il n'y a plus aucun stock politique pour essayer de régler la question autrement que par la violence. Aujourd'hui, depuis ces évolutions-là, et effectivement avec une rupture que l'on peut marquer avec l'assassinat de Rabin, eh bien, de toute façon, les extrêmes ont gagné. On voit bien que de toute façon, ils ont gagné. Ce sont eux qui aujourd'hui donnent le ton, prennent la main et guident les opérations. À quoi assiste-t-on ? Au-delà de ce que, bien sûr, des événements dramatiques qui ont amené à cette nouvelle flambée de violence, tout simplement, c'est qu'il y a aussi une tension très forte au sein des Palestiniens, puisqu'on voit bien que la fraction la plus dure du Hamas n'accepte pas l'accord d'union nationale et du gouvernement qui a été... Ils ont profité de toujours. Ce qu'il faut dire, Michael, pour la première fois, il y a un gouvernement d'union nationale. Et là, ça fait exploser tout simplement ce qu'il faut dire, Michael, c'est que le Hamas a profité de ce semblant d'union ou de mariage avec le Fatah de Mahmoud Abbas pour procéder à l'enlèvement en Cisjordanie, à Hebron. Donc le grand responsable, je regrette, on va dire que je suis anti-Hamas, ben oui, le grand responsable, c'est quand même le Hamas. Et Abbas. Il a la faiblesse d'Abbas. Qu'est-ce qui se passe? On attendait des Égyptiens. C'est aussi la faiblesse et l'échec des Égyptiens. À quoi travaillent les Égyptiens depuis quelques mois? Eh bien, et même depuis presque maintenant 1 an. Tout simplement à affaiblir le Hamas à Gaza. Il y avait même une tentative d'introduire des ferments de révolte à l'égyptienne qui mettrait à mal le pouvoir islamiste et remettrait en scène le Fatah. C'est un échec complet de ce point de vue-là également. Mais reconnaissez quand même que c'est une bonne chose, quelque part, quand on voit des tensions dans la région, que le maréchal al-Sisi, maintenant, ce n'est plus M. Morsi, en effet, du temps de M. Morsi, quand même, le Hamas profitait des frères musulmans qui les aidaient, qui faisaient passer des armes qui venaient d'Iran. Je le rappelle, tous les missiles que nous avons aujourd'hui, les roquettes, sont en grande partie en provenance d'Iran, Syrie, mais exactement, à la fois logistique et financée. Et donc, aujourd'hui, ça n'existe plus parce que les militaires égyptiens sont venus et jouent le jeu. Il a besoin de montrer qu'effectivement, il est encore performant et il peut encore être sur la place. Dernier échec, rapidement, c'est aussi l'échec des Occidentaux. Lorsque le président Sarkozy était donc en situation et avait négocié pendant l'offensive de Gaza, et bien tout simplement le fait qu'il y ait un gouvernement d'union nationale de manière à reconnaître aussi la frange, on va dire, supposé pragmatique du Hamas qui pouvait exister. Là, c'est aussi en tout cas... Il n'y a pas de branche pragmatique du Hamas. C'était l'erreur de lecture des Occidentaux. C'est quand même nouveau, condamnation unanime de François Hollande
de Merkel, de l'Allemagne, de la France, des États-Unis. C'est quand même c'est vrai, parce que regardez... Très rapidement, 48 heures après le début des opérations. D'abord, on ne peut pas dire que M. Obama soit le grand ami d'Israël, parce que je trouve que M. Netanyahou a sans doute raison de ne plus faire confiance à M. Obama. C'est un premier point. Deux, en général, la France est souvent taxée d'avoir une politique pro-arabe, pro-palestinienne. 48 heures après le début de l'opération, condamnation unanime. François Hollande et Angela Merkel commencent peut-être à comprendre, en effet, qu'il y a des gens avec lesquels on ne peut pas discuter de la paix, et je pense, en effet, je suis désolé de le dire une fois de plus, avec le Hamas. Alors, autre sujet, Christian, autre sujet qui a marqué l'actualité cette année, Mickaël, vous parliez de la victoire des extrêmes, c'est Abou Bakr al-Baghdadi qui mise lui aussi sur l'engrenage de la haine. Ce sont donc les terroristes de l'État islamique et au Levant. L'État islamique au Levant, qui a supplanté, comme on le disait il y a quelque temps, Al-Qaïda. Et aujourd'hui, on voit bien, le califat se dessine entre une partie de la Syrie du côté d'Alep jusqu'à la frontière à l'ouest, à Diyaliya, la province de Diyaliya en Irak. Le califat est là. Le soi-disant nouveau successeur de Mahomet, Abou Bakr al-Baghdadi, est là. Et je pense que la région, maintenant, va être difficilement contrôlable avec tout cet islamisme qui est en train de s'engouffrer dans la brèche. Et on va vers une partition de l'Irak. Je pense qu'il n'y aura plus d'Irak. On va vers une partition de l'Irak avec les Kurdes au nord, les chiites au sud, et puis les sunnites au centre. Et donc, il n'y a plus d'État irakien. Et les frontières de 1916 qui avaient été instaurées par Sykes-Picot, les diplomates anglais et français, elles sont mortes. C'est l'analyse actuellement des services de renseignement français qui, effectivement, ont sur leur table des rapports qui leur disent qu'il n'y a plus d'État irakien. Ce qui est encore plus important avec la création de cet État islamique et l'émergence maintenant de ce nouveau leader donc, musulman al-Baghdadi qui s'est proclamé le califat, donc le chef de tous les musulmans. Ça, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, on nous expliquait tout le temps qu'il n'y avait pas de clergé, qu'il n'y avait pas donc dans l'islam de figure tutélaire comme l'équivalent du pape, par exemple. Au Vatican. Là, il se veut. Il y a une autoproclamé. Oui, mais il s'est autoproclamé, certes, mais il envoie un message, au fond, également, d'un nouveau projet de société pour les familles également, pour les musulmans, pour tous ceux qui veulent rejoindre. Et finalement, c'est la nouvelle terre promise des musulmans. Avec la reconstitution du califat, c'est un événement au-delà de la politique, au-delà de la géostratégie et de la géopolitique majeur, parce que ça change la donne. Ça change la donne, ça change la donne sociétale. Parce que pour la première fois, vous avez un État basé sur des démarches justement d'action terroriste, anti-occidentale, qui évidemment fera fi de tous les messages diplomatiques et qui est en train de se constituer. Et ça, c'est un événement qui change totalement la donne. Et qui renforce la guerre sunnite-chiite. Tout est politique, on passe tout de suite aux faits marquants en France. En France, deux chocs politiques pendant cette année. D'abord, le tournant social-démocrate assumé et affirmé par François Hollande en perte de vitesse avec la nomination de Manuel Valls comme Premier ministre. C'était en janvier, Mickaël. Oui. Un vrai tournant 14 janvier donc 2014. C'est le jour où, en général, les hommes politiques disent « j'ai changé », parce que c'était également le jour où Nicolas Sarkozy, en 2007, s'était déclaré candidat en disant « j'ai changé ». Pour revenir à François Hollande plus sérieusement, c'est un pas en avant pour pouvoir, au fond, expliquer aux Français la réalité du projet de François Hollande. La réalité du projet de François Hollande, c'est faire disparaître le socialisme à la française. Donc on efface Jean-Marc Ayrault. On efface Jean-Marc Ayrault, on met Manuel Valls, social-démocrate, plus qu'affirmé, le plus droitier de la gauche, celui qui veut réconcilier l'entreprise et donc la gauche et qui veut totalement enclencher une mutation. On n'y est pas, c'est difficile, on voit bien les résistances qui existent dans tous les secteurs, mais même s'il n'a pas toujours eu le courage de le dire dès le début, il faut savoir que ceux qui croient que la gauche est arrivée au pouvoir avec François Hollande se trompent, parce que son projet est de nettoyer le socialisme à la française. Question Vox Populi, si je puis dire. Est-ce que le tournant social-démocrate dont vous parlez peut tenir encore 3 ans comme ça, parce que pour l'instant, c'est quand même un échec. S'il y a un fiasco à droite, dont on parlera sans doute, il y a quand même un fiasco aussi au gouvernement. Parce que tout ça s'est fait d'abord avec 2 ans de perdu, avec comme on dit souvent autour de François Hollande, un problème d'explication, de formulation, de communication, de pédagogie, parce que François Hollande ne sait pas expliquer les choses, tellement il explique les choses de manière toujours allusive, alambiquée, compliquée, avec 40 portes de sortie dès qu'il dit quelque chose. Donc, en
réalité, quand on va au dur de son projet, tout simplement, c'est cela. Manuel Valls, lui, arrive à Matignon, prend la mesure de l'impopularité de François Hollande et il ne sait pas quoi en faire parce que tout le monde, au fond, est en train de brancher les tuyaux autour de Manuel Valls. Et Valls ne veut plus lui servir de bouclier. Mais c'est surtout ça. Le problème, c'est qu'il est obligé de servir le bouclier tout en disant je construis mon propre chemin. Donc c'est le réformisme qui marche, le socialisme qui marche, le socialisme qui gagne, débloquer la France, dit Manuel Valls, parce que au fond, il a compris que la Nouvelle Espérance qui est en train de s'organiser à gauche est autour de lui. Et Michael, est-ce que pour vous, on va vers un affrontement à partir de la rentrée Valls-Hollande. Pas tout de suite, ça dépendra vers 2016 de l'état donc de François Hollande dans les sondages et de la capacité à François Hollande à être et candidat. Il faut savoir que lorsqu'on parle avec lui, il explique qu'il sera et candidat et réélu. Second choc cette année, c'est le Front National qui arrive en tête devant l'UMP et devant le PS lors des élections européennes. C'était en juin et je vous propose d'écouter une Marine Le Pen triomphatrice. Il ne peut pas admettre qu'un mouvement qui fait 25% dans une élection nationale, une élection éminemment politique, il ne peut pas ne pas dissoudre l'Assemblée nationale et ne pas en appeler au peuple compte tenu du désaveu qui a frappé son propre mouvement, qui atteint même pas les 15% des voix alors qu'ils ont tous les pouvoirs. Alors qu'il est, Mickaël, Marine Le Pen n'a toujours pas réussi à constituer un groupe au Parlement européen. Est-ce que du coup, la victoire du Front National est atténuée? C'est un échec, non? C'est pas un échec? C'est pas un échec dans le sens où Marine Le Pen n'a que faire de l'Europe. En réalité, elle voulait monter un groupe parce qu'elle essaye d'avoir de la puissance politique, mais on voit bien, et on a vu avec cette déclaration qui était toujours très symptomatique, le soir de l'élection européenne, la première analyse et réaction et prise de position de Marine Le Pen au soir des élections européennes, c'est de dire François Hollande doit dissoudre l'Assemblée nationale. Donc on voit bien que de toute façon, son enjeu, il est uniquement national. Ça lui sert, on va dire, le choc des 25% le soir d'une élection européenne, sur quand même un socle électoral extrêmement amoindri parce que beaucoup d'abstentionnistes et avec des Français qui savent faire la différence entre tous les scrutins, on voit bien que ça lui sert pour continuer à marquer les esprits, à traumatiser la droite et à continuer sa marche vers la campagne présidentielle. Juste une petite question, est-ce qu'elle peut aider François Hollande à être réélu? Elle aidera à son corps défendant, si je peux dire, si tant est qu'elle soit au second tour. Attention à décider tout de suite que Marine Le Pen sera déjà présente au second tour, parce que les jeux ne sont pas faits. Et il faut garder confiance quand même dans les partis démocratiques, même s'ils sont passablement abîmés. Tout est politique. Pas les images de la semaine, les hommes de l'année. Christian, vous avez choisi comme homme qui a marqué l'année Vladimir Poutine. Господин президенте Poutine, oui, le président Poutine, parce que je pense que le président Poutine, qui est un homme malin, fin stratège, a compris que l'Occident était très faible, et on l'a vu. De toute façon, il n'aime pas qu'on vienne l'ennuyer dans sa zone d'influence, et il a damé le pion aux Européens, damé le pion aux Américains, en annexant la Crimée. Oui, mais enfin, il a quand même l'Ukraine, il ne l'a pas eu. Non, il n'a pas eu l'Ukraine, mais enfin, il a eu la Crimée. Et alors, il n'a pas l'Ukraine, on est d'accord et tout, mais enfin, il impose quand même toujours Bachar el-Assad en Syrie, dont ne veulent plus les Occidentaux depuis longtemps, et il est encore là pour quelque temps. Et donc, c'est l'homme de l'année parce qu'il a su profiter de la faiblesse d'un Occident qui n'avance plus, avec un Obama qui est en retrait, et puis des Européens dont on se demande s'ils existent vraiment. Donc, Poutine, le mastermind, le grand joueur d'échecs. Mickaël, avec vous, l'homme de l'année, c'est un Nicolas Sarkozy en suspense pour l'année qui arrive. Oui, en suspens, le suspense de l'année et de la rentrée, parce qu'effectivement, il ne fait aucun doute maintenant que Nicolas Sarkozy va vouloir revenir pour prendre donc la direction de l'UMP. En tout cas, c'est ce qu'il devrait annoncer à la fin de l'été. Mais comment va-t-il pouvoir concilier son calendrier judiciaire et son calendrier politique? C'est compliqué, ça. Ça, il devra donc faire exactement une répartition juste selon la semaine, et puis c'est les juges qui décideront. Je dirais que c'est aussi le visage de l'année. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy s'est rasé. Et donc ça veut bien dire, il avait dit, effectivement, quand je me raserai, attention, cela voudra dire quelque chose. Il s'est rasé pour pouvoir reprendre la parole lorsqu'il a fait 2 ans après quand il se regarde dans le miroir rasé, est-ce qu'il ne va pas au casse-pipe? Je ne sais pas, en tout cas, il y pense tous les jours. Maintenant, il est rasé. Pour vous, Mickaël, et ça veut dire qu'effectivement, il veut revenir. Il a un plan politique pour revenir, il a un plan financier pour revenir. Il faut savoir que le jeu de massacre auquel se livre l'UMP depuis des semaines et qui ne cessera pas à la rentrée, eh bien, va
va continuer à imprimer la vie politique. Nicolas Sarkozy, il revient dans la pire des manières et le pire des moments. Il avait dit je reviendrai au-dessus des partis. Il revient par le soupirail des affaires, par le soupirail de l'UMP. Et surtout, il est seul. C'est la raison pour laquelle il veut prendre le parti de manière à refaire une armée d'obligés. Mais est-ce que la volonté politique du gouvernement, est-ce que la volonté politique du gouvernement et de M. Hollande de le tuer politiquement, est-ce que les affaires judiciaires ne vont quand même pas venir à bout de lui? Ne parlons pas. D'abord, il y a beaucoup effectivement de dossiers, mais c'est pas tant les dossiers qui l'empêcheront. Les dossiers vont l'embêter, ne vont pas l'empêcher. Là où il aura le vrai empêchement, c'est dans son propre camp, parce qu'aujourd'hui, les masques sont tombés. Tous ceux qui ne veulent pas, et ils sont nombreux, du retour de Nicolas Sarkozy, les grands hypocrites de service s'expriment, le disent. Il y avait maintenant les langues se délient par rapport à sa revue, notamment François Fillon, notamment Alain Juppé, avec lequel il a un pacte secret. On en reparlera encore dans les semaines qui viennent. Il y avait la firme à l'époque. Il y avait la firme à l'époque. Il y a maintenant la secte, ceux qui pensent qu'effectivement, seul Nicolas Sarkozy peut faire quelque chose et Mickaël, ça se réduit comme une peau de chagrin. On en reparlera à la rentrée. Bel été. Bel été. Aucune femme de l'année, c'est dommage.